Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire en collaboration entre le DFCG, la DFCG et Lefebvre Dalloz pour cette dernière session de 2022 avec un petit peu de retard. Je vous souhaite une très bonne année 2023, une très belle clôture des comptes 2022. Nous allons donc démarrer ces points sur la clôture 2022 où je voulais vous parler des vigilances comptables et fiscales sur certains points spécifiques qui ont fait l'objet de différentes communications, de différents textes ou de différentes lois de finances. Nous allons aborder dans cette demi-heure consacrée à la clôture des comptes 8 points particuliers. Par ordre d'apparition, la provision pour hausse des prix, l'amortissement du fonds commercial, les problématiques d'amortissement du fonds commercial, les provisions pour honoraires des commissaires aux comptes suite à une jurisprudence, le traitement de la prime de la PPV, la prime de partage de la valeur à la clôture, les problématiques de BE, de calcul de BE dans le cadre de l'aide énergie, gaz et électricité, le traitement des périodes d'incertitude lors des clôtures, parce que bien entendu 2022, après le Covid, on a peut-être des impacts liés à la guerre entre la Russie et en Ukraine. L'évolution de la CVAE en 2022 et la suite à venir à partir de 2023. Et enfin, nous aborderons le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Voilà le programme de cette fin de matinée. Tout d'abord, la provision pour hausse des prix. On n'est pas sans savoir que les prix ont flambé sur cette année 2022 et ça ne saurait que malheureusement continuer sur 2023. Donc un petit rappel sur la provision pour hausse des prix. C'est une provision réglementée, ce qui signifie que ce n'est pas une obligation de doter une provision pour hausse des prix lorsque sur un bien on a une hausse supérieure à 10%, mais on a cette faculté fiscale par l'article 39 1/5 du CGI de procéder et de déduire une provision lorsque le prix augmente, le prix d'un bien stocké augmente de plus de 10%, de doter cette provision pour hausse des prix pour la fraction supérieure à 10%. Celle-ci, bien entendu, ne peut pas être analysée sur une période qui excède 2 exercices. Donc, on va se poser les questions et faire cette analyse entre la valeur à la clôture de N, la valeur pardon, de le prix en N-1 et le prix en N-2. Et selon les cas de figure, on va bien entendu avoir la possibilité, en fonction de la quantité en stock, de provisionner cette hausse qui a impacté les coûts d'achat qu'on retire des charges pour le mettre en stock. Bien entendu, si on provisionne cette hausse des prix exceptionnelle, eh bien, ça va avoir un impact forcément sur le bénéfice distribuable et également sur le calcul de la participation des salariés. Donc, c'est vraiment une analyse stratégique à établir en amont de la finalisation des écritures d'inventaire. Dans cette présentation, vous avez l'arbre de décision qui va déterminer si oui ou non vous êtes en mesure de doter cette provision pour hausse des prix. On va toujours comparer le prix de N par rapport à N-1 et ou par rapport à N-2 pour déterminer quelle est cette hausse supérieure à 110%. Si au fur et à mesure des années, on a eu déjà des dotations, bien entendu, il va falloir les déduire de la dotation maximale parce qu'on va déterminer quelle est, qu'on soit dans une dotation annuelle maximale qui est d'un montant de 15 millions. La dotation de l'exercice, la dotation globale de l'exercice pour hausse des prix ne peut excéder 15 millions d'euros sur une période de 12 mois.
Donc, si vous êtes sur un exercice qui est supérieur ou inférieur à 12 mois, vous allez faire du prorata temporis. Et ce, au titre de chaque exercice. Si votre calcul de provision pour hausse des prix dépasse ces 15 millions, eh bien, vous aurez la possibilité de majorer ce plafond de 15 millions par une fraction égale à 10% de la dotation maximale. Si on donne un exemple chiffré, si vous avez un calcul avant plafonnement d'une provision pour hausse des prix de 20 millions, eh bien, vous pourrez doter 15 millions plus 10% de 20 millions, ça vous fera un plafond de 17 millions d'euros de provision pour hausse des prix. Cette provision est complètement déductible, est totalement déductible fiscalement et elle n'est pas impactée, on n'a pas de limitation par rapport aux bénéfices de la société dégagée. Donc, c'est vraiment une attitude stratégique par rapport à la présentation des comptes, par rapport, bien entendu, à l'impact sur l'impôt sur les sociétés. Cette dotation éventuelle, eh bien, on va avoir un timing très précis de reprise. La dotation d'une année doit être reprise au plus tard la 6e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel on a établi la provision initiale. Donc, ça veut dire que si on provisionne au 31 décembre 2022, eh bien, au plus tard, la provision devra être reprise au 31 décembre 2028, si mes calculs sont bons. Ça, c'est pour le principe général. Si vous êtes dans des secteurs professionnels où la durée normale de rotation est supérieure à 3 ans, ça peut arriver, eh bien, vous serez autorisé à réintégrer la provision dans un délai du double de celui de la rotation. Si vous avez une rotation sur 4 ans, eh bien, vous aurez la possibilité et la limite de reprise de provision sera de 8 ans. Donc, ne pas négliger cette analyse produit par produit stocké qui fait l'objet de fluctuations très fortes, là, ces temps-ci, des prix de composants, des prix de matières premières, etc. Deuxième point que je veux aborder, c'est l'amortissement du fonds commercial. L'amortissement du fonds commercial, eh bien, en principe, on ne peut pas amortir un fonds commercial puisqu'il est présumé non amortissable du fait de sa nature liée au développement de l'activité de l'entreprise dans son ensemble. Donc, il est plutôt voué à s'apprécier plutôt que se déprécier. Il est bien à noter que dans cette présomption de non-amortissement du fonds commercial, eh bien, on n'a pas à le démontrer. Le fonds commercial, il n'a pas de limitation théoriquement d'utilisation. La contrepartie de ce non-amortissement, excusez-moi, la contrepartie du non-amortissement de ce fonds commercial vous impose, vous oblige à avoir systématiquement, au moins une fois par an, une fois par exercice, de réaliser des tests de dépréciation. Vous savez que les tests de dépréciation doivent être réalisés au moins une fois par an sur tous les biens immobilisés. Eh bien, l'amortissement du fonds de commerce en tant que le fonds de commerce en tant qu'élément non amortissable doit être en priorité testé pour s'assurer de cette absence de dépréciation. Petite parenthèse avant de reprendre le point B sur l'amortissement. Vous savez que si vous déterminez une dépréciation du fonds commercial, la dotation à la dépréciation du fonds commercial, attention, elle est irréversible, contrairement aux dépréciations issues des tests de dépréciation des autres immobilisations. La dépréciation du fonds commercial est irréversible, on ne peut jamais la reprendre. Revenons maintenant à l'amortissement du fonds commercial. On peut avoir
un amortissement si on a une exploitation qui a une durée prévisible de fin d'exploitation. Ça va être le cas lorsque vous êtes dans des situations d'exploitation de fonds commerciaux affectés à des concessions. Lorsque le contrat de concession est terminé, eh bien le fonds commercial s'éteint. Donc là, vous devez amortir le fonds commercial sur la durée de la concession. Pareil, si vous exploitez une carrière, elle a une durée physiquement limitée, même si c'est sur plusieurs décennies, vous pourrez amortir sur la durée prévisible physique de production de la carrière. Si vous restez dans le circuit normal d'un fonds commercial non amorti, eh bien, il peut arriver un événement qui va vous amener en cours d'utilisation du fonds commercial à devoir l'amortir. C'est le cas notamment lorsqu'il y a une décision bien anticipée d'arrêter tout un secteur d'activité, tout un pan d'activité d'une société, peut-être dans 2, 3, 4 ans, qui va être progressive. Et bien à partir de là, le fonds commercial acquis qui n'a pas été amorti jusque-là peut commencer à l'être jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité. Ça, c'est le deuxième point, l'élément principal lié à la limite prévisible d'une exploitation. Ensuite, vous avez certainement entendu parler de l'amortissement sur 10 ans. L'amortissement d'un fonds commercial sur 10 ans est strictement encadré et il va être utile lorsque une exploitation est basée, à une durée d'exploitation qui est prévisiblement limitée, mais sur laquelle on n'a pas de données suffisamment fiables pour estimer la durée exacte de fin d'exploitation et donc la date de fin d'exploitation. Alors, dans le courant, dans la réalité, eh bien, on n'a pas beaucoup de cas en pratique. C'est très rare que ça puisse arriver. Mais dans ces cas, si éventuellement vous êtes dans ce cas-là, eh bien, le fonds commercial devra obligatoirement être amorti sur une durée de 10 ans, ni plus ni moins. Ensuite, on a les dispositifs liés à la possibilité d'amortissement des fonds commerciaux pour les petites entreprises. C'est une option par simplification. Et là, pour les petites entreprises, il n'est même pas nécessaire de justifier une limite prévisible de fin d'exploitation pour pouvoir amortir le fonds commercial. Alors, particularité fiscale, attention aux dates. Particularité fiscale, l'amortissement du fonds commercial, en principe, n'est pas déductible fiscalement, sauf dans une fenêtre de tir qui concerne les fonds commerciaux qui ont été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Là, les amortissements qui seront comptabilisés au titre de ces fonds commerciaux seront fiscalement déductibles. Pour les fonds commerciaux acquis avant le 1er janvier 2022 ou et après le 31 décembre 2025, eh bien, l'amortissement du fonds commercial ne sera pas déductible fiscalement. Donc, faire très attention à la date d'acquisition des fonds commerciaux. La loi de finances rectificative de 2022, qui a été publiée le 16 août 2022, a voulu acter la fin d'une hémorragie, on va dire, de certains débordements de quelques sociétés, et notamment sur les fonds, de bénéficier en fait de cette possibilité d'amortissement sur les fonds acquis auprès d'entreprises liées. La loi de finances rectificative de 2022 a exclu explicitement du dispositif de déduction fiscale de l'amortissement, même sur la période que je viens de
de déterminer sur le diapo précédent. Exclusion absolument sans restriction, on va dire, du dispositif de la déduction fiscale, de l'amortissement, lorsque les entreprises, deux entreprises liées, acquièrent le fonds commercial d'une autre entreprise liée. Et cette disposition va s'appliquer sur les opérations liées, réalisées entre entreprises liées à partir du 18 juillet 2022. Par contre, lorsque une autre disposition de la loi de finances rectificative 2022 concerne les fonds commerciaux qui ont fait l'objet d'un transfert dans le cadre d'une opération de fusion ou d'apport partiel d'actifs qui rentrent dans le régime de faveur de suspension d'imposition des plus-values de fusion d'apport ou d'apport partiel de l'article 210A du CGI. Ce fonds de commerce est considéré comme une immobilisation amortissable. Dans ces cas-là, c'est une latitude, c'est un choix de la part de l'entreprise. Si on choisit pour l'amortissement, la société qui bénéficie du transfert va échelonner, mais là c'est de la réintégration, enfin va échelonner par réintégration fiscale l'imposition de la plus-value d'apport sur une durée de 5 ans, et elle amortit alors le fonds de commerce sur la base de la valeur de transfert dans la limite des amortissements constatés en comptabilité. Si on renonce à l'amortissement, eh bien, la plus-value d'apport du fonds de commerce, elle sera placée sous le régime de l'article 210 de suspension d'imposition. Donc là aussi, l'amortissement du fonds de commerce en cas de fusion, c'est vraiment une analyse stratégique d'opter ou pas pour l'amortissement, parce que bien entendu, on va avoir des impacts. C'est pas tout gagnant pour nous. Si on amortit, on passe des charges, donc on va commencer à payer les impôts sur la plus-value de fusion. C'était le deuxième point. Vous allez me dire, oh, mais pourquoi parler des provisions pour honoraires des commissaires aux comptes? Ça fait des années que je provisionne les honoraires de mes commissaires aux comptes. Effectivement, dans la pratique, je vais commencer par le deuxième point, dans la pratique, on a plutôt deux approches. Une première approche qui a vite été éliminée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, devenu depuis le Conseil national de l'ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes, en disant qu'il y avait une contrepartie attendue des honoraires versés aux commissaires aux comptes, à verser les commissaires aux comptes alors que les travaux n'avaient pas été effectués. Ils sont vite revenus là-dessus, donc on oublie cette partie-là. Mais la plupart des prestations des commissaires aux comptes, on provisionne sur l'exercice clos dans la totalité du budget du commissaire aux comptes, voire de l'expert comptable, dans la mesure où on dit que la prestation future n'est pas une contrepartie, puisqu'elle n'est pas réellement utile aux activités futures de l'entreprise, et elle rentrerait ainsi dans le cadre de la définition du plan comptable général dans l'article 321.3 et 322.2, qui définit la provision comme étant un élément à comptabiliser à la clôture, si c'est une obligation qui existe à la clôture, s'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice d'un tiers, et que cette sortie de ressources est sans contrepartie au moins équivalente, c'est-à-dire la notion de contrepartie, on parle d'avantages économiques tirés de cette sortie de ressources. Donc, les honoraires de commissaire aux comptes étaient considérés comme tels. Eh bien, sachez que il y a eu un jugement du tribunal administratif de Montreuil de l'année dernière presque, du 2 décembre 2021, qui a refusé la déduction fiscale des provisions des travaux des commissaires aux comptes au motif que les travaux n'avaient pas été effectués à la clôture et qu'ils étaient nécessaires
non pas à l'activité économique, mais nécessaire pour obtenir la certification des comptes de l'exercice par l'entreprise. Et qu'il y avait une obligation légale de recourir, que ce n'était pas seulement l'obligation légale de recourir à un commissaire aux comptes qui était considéré comme le fait générateur de la constitution de la provision. Ainsi, on voit qu'avec ce jugement, le tribunal administratif de Montreuil a eu une approche très, très restrictive de la question des provisions afférentes à des travaux non encore effectués à la clôture qui rentrent en considération, où on considérait que le fait générateur, c'était l'exercice. Donc attention là-dessus. En gros, ce qui résulte un petit peu de ce jugement, c'est qu'il ne faudrait provisionner que les travaux, donc la partie intérimaire, par exemple, du commissariat aux comptes, qui a été effectuée sur les périodes avant le 31 décembre, si vous clôturez au 31 décembre, et de ne pas provisionner, en tout cas, si on provisionne, de réintégrer fiscalement la partie qui n'est pas réellement effectuée. Donc, un point qui perturbe quand même pas mal nos traitements dans pas mal de structures. Autre point de vigilance pour la clôture des comptes, c'est le traitement de la prime de partage de la valeur, la PPV, à la clôture de l'exercice. Vous savez que la loi de finances rectificative toujours de 2022, toujours publiée le 16 août 2022, a remplacé la PEPA, ou appelée prime Macron, par la PPV. Le dispositif maintenant de la PPV est devenu pérenne. Il est pérenne, mais non obligatoire pour l'entreprise, dont le versement, qui elle décide du versement ou non de cette prime à ses salariés au titre de chaque année. Donc, c'est une décision explicite de l'employeur du versement de cette prime. Petit rappel, la PPV, c'est un versement qui peut être fait en une ou plusieurs fois sur l'année, avec par contre un maximum d'un versement par trimestre civil, c'est-à-dire le plusieurs fois est quand même plafonné à 4 versements dans l'année. Corrélativement à la loi de finances rectificative, l'approche PPV, qui remplace la PEPA, est rétroactive au 1er juillet. Donc, ce sont toutes les primes qui ont été payées à ce titre-là à partir du 1er juillet. Le montant maximal est fixé à 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Ce plafond de 3 000 € va être porté à 6 000 € si vous avez un accord d'intéressement ou si c'est un organisme d'intérêt général qui verse la prime à ses salariés, ou si vous versez cette prime à des travailleurs handicapés, qui relèvent d'un établissement ou de services d'accès au travail pour les personnes handicapées. Bien entendu, ce respect des plafonds va permettre de bénéficier des exonérations fiscales et sociales. Attention, les exonérations fiscales et sociales sont quand même limitées aux bénéficiaires qui sont rémunérés à moins de 3 SMIC. Comptablement, la PPV, elle est comptabilisée comme la PEPA. La doctrine comptable de la CNCC et du CNOC de 2019 sont tout à fait applicables. Donc, la PPV doit être comptabilisée au moment de son paiement et elle est inscrite dans un compte de primes et gratification en contrepartie du 421 du compte de personnel, rémunération due. Que se passe-t-il à la clôture de l'exercice? La prime va être comptabilisée en charge à payer de l'exercice à la condition sine qua non que l'annonce officielle écrite et irréversible ait été faite par l'employeur au bénéficiaire de cette prime
avant la date de clôture de l'exercice, donc avant le 31/12 pour ce qui nous concerne. La charge sera ainsi enregistrée en résultat d'exploitation. Bien entendu, elle est exonérée de charges patronales, donc il n'y aura pas de charge patronale à calculer, et elle est fiscalement complètement déductible. Un avant-dernier point, parce que le temps tourne très vite, le calcul de l'EBE dans le cadre de l'aide énergie. Si vous bénéficiez de la possibilité de demander l'aide énergie, vous savez qu'elle a été prolongée jusqu'au 31/12/2022 par un décret de juillet 2022. Petit rappel, elle est destinée à maintenir la production pour des structures qui sont fortement consommatrices de gaz ou d'électricité pour soutenir la compétitivité de ces entreprises. Sont concernées par cette aide les entreprises qui ont des achats de gaz et d'énergie qui représentent au moins 3% de leur chiffre d'affaires de 2021 et qui ont subi un doublement du prix du gaz ou de l'énergie ou de l'électricité par rapport à la moyenne des prix pratiqués en 2021. Bien entendu, pour bénéficier de l'aide, pour bénéficier d'une aide de l'État, il ne faut pas disposer de dette fiscale et sociale au 31 décembre 2021. Donc, il faut faire attention sur ce décalage. On ne parle pas de 2022 sur cette dette fiscale et sociale, mais de 2021. 3 typologies de montants d'aide pour ceux qui sont concernés. Une aide de base pour les entreprises qui subissent une baisse de BE. On va voir tout de suite le calcul de cette BE. Une aide de 30% des coûts éligibles plafonnés à 2 millions d'euros. Vous avez une aide renforcée à 50% des coûts éligibles plafonnés à 25 millions d'euros pour les entreprises dont le BE est négatif et une aide super renforcée, une aide super renforcée de 70% des coûts éligibles plafonnés à 50 millions d'euros pour les entreprises non seulement qui ont un EBE négatif, mais en plus qui sont sur des secteurs d'activité qui sont les plus exposés à la concurrence internationale et qui vont avoir en plus certainement des impacts par rapport à la crise ukrainienne. Attention, attention au calcul de l'EBE. Excusez-moi. Attention au calcul de l'EBE. On prend en considération le chiffre d'affaires, la production stockée, les subventions d'exploitation et les redevances de concession de brevets, de licences, c'est 751. Au titre des charges imputées, on va prendre bien entendu les achats consommés, les services extérieurs, les impôts et taxes, les charges de personnel, mais également les redevances payées, enfin les redevances constatées en 651 de brevets, de marques, de logiciels. Et on va prendre également en déduction de cette EBE la participation des salariés. Donc, cette EBE, pour bénéficier de l'aide, c'est comme pour l'EBE des coûts fixes, elle doit être certifiée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes pour chacune des périodes d'éligibilité. Avant-dernier point à traiter, on peut être encore dans certaines activités, encore dans des périodes d'incertitude à la clôture, puisque après le Covid, on est à la guerre en Ukraine. Donc, il peut arriver encore en 2022 où on se retrouve dans des situations un petit peu complexes. Contrairement à la crise sanitaire, l'impact que vous pouvez avoir dans le cadre du conflit en Ukraine ne nous nécessite pas, si on n'a pas du tout d'impact du conflit en Ukraine dans nos activités, d'ajouter une mention générique systématique dans les annexes, comme ça nous a été demandé au moment de la crise sanitaire. Par contre, il va falloir apprécier au cas par cas quelles sont les situations et les impacts sur vos comptes annuels. Et donc, en fonction de la matérialité
de ces impacts, vous allez avoir bien entendu une information de description des événements significatifs de la période. Petite alerte sur le conflit en Ukraine. Les principaux points d'attention sur les risques liés à ce conflit vont être essentiellement liés aux approvisionnements, au risque de change, au risque crédit, au risque de continuité de l'exploitation. Et attention aussi, l'ANSI nous alerte sur l'accroissement du risque d'attaque et de cyberattaque. Donc, ce point est à privilégier. Face aux conséquences par ricochet de la crise sanitaire, là, on n'est plus dans un risque direct. On n'a plus l'obligation, déjà depuis juillet 2021, de faire une mention dans l'annexe sur les impacts les conséquences de la crise sanitaire. Cependant, en 2022, on se retrouve dans une situation où on peut se retrouver dans des problématiques de poursuite de l'activité et aussi de rembourser les aides que l'on a reçues, le PGE que l'on a reçu ou de payer toutes les dettes qui ont été liées à des reports de charges divers et variés. Donc, les informations dans l'annexe doivent être précisées, et lorsque la continuité d'exploitation est incertaine, eh bien, le principe de conservation et de comptabilisation dans les principes comptables de permanence des méthodes et de continuité de l'exploitation reste applicable. On reste dans la permanence des méthodes. Mais on va avoir des informations complémentaires dans les données significatives de l'annexe. Vous pouvez vous retrouver aussi, fin 2022, avec éventuellement des risques liés aux aides perçues. Parce que sur chaque aide perçue, notamment au coût fixe, je vous disais, le calcul de l'EBE doit être certifié par les commissaires aux comptes. Il y avait l'EBE prévisionnel, pour certains EBE prévisionnels pour l'obtention des aides, mais également le définitif pour la confirmation de ces aides. Si et certaines aides étaient à cheval quand même sur l'exercice 2022, comme l'aide coût fixe consolidation ou la nouvelle entreprise consolidation. Je rappelle ici la définition que vous voyez, qui est différente de l'EBE aide gaz électricité. Là, l'EBE coût fixe comprend le chiffre d'affaires, les subventions et les redevances perçues. Les charges déductibles pour cette EBE, là, ne prennent pas en considération, vous le voyez, la participation des salariés aux fruits de l'entreprise. Donc, on n'a que les achats consommés, les charges externes, les impôts et taxes, les charges de personnel et les redevances de brevets, concessions et logiciels. Attention à ces différentes strates de calcul de l'EBE. On a le même terme, mais on n'a pas le même contenu. Autre sujet très rapide, la CVAE 2022. Vous savez qu'entre 2021 et 2022, le taux a déjà été réduit de moitié. Donc, je passe rapidement là-dessus puisque vous avez déjà payé les acomptes. Le projet de loi de finances, on a eu la publication le 2 janvier 2023 de la loi de finances définitive pour 2023. Eh bien, elle entérine le fait que la CVAE sera abrogée à partir du 1er janvier 2024. Donc, en 2023, on va avoir encore un barème réduit pour 2023, et en 2024, on n'aura plus de CVAE. Donc, on n'aura plus qu'à solder en 2024 la CVAE de 2023.
Dernier sujet, je suis un peu en retard, je m'en excuse, j'espère que vous êtes encore toujours là. Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Là, c'est la loi de finances 2022 qui a instauré ce dispositif de crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative auprès d'organismes de recherche agréés avec des conditions, mais sur le même périmètre que le crédit d'impôt recherche, avec l'obligation de n'avoir aucun lien, bien entendu, de dépendance avec l'organisme. La loi de finances de 2022 a instauré le crédit d'impôt qui est d'un montant de 40% des dépenses facturées dans la limite de 6 millions d'euros par an. Bien entendu, si vous avez bénéficié d'aides publiques, il faut déduire ces aides publiques de la base de calcul. Et le décret de juillet 2022, par contre, a précisé pour le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative les natures des opérations qui sont éligibles. Alors, rassurez-vous, le document qui est présenté ici, vous allez pouvoir le relire à tête reposée. Je ne vais pas lire le détail, mais ça concerne les recherches fondamentales, la recherche appliquée et le développement expérimental. Le crédit d'impôt est calculé en fonction de la taille de l'entreprise. Ça sera 50% pour les entreprises jusqu'à la moyenne entreprise et 40% pour les ETI et les grandes entreprises. Voilà, vous avez les éléments qui vous permettent de calculer le crédit d'impôt. J'ai fait très vite derrière, mais vous avez tous les éléments et je crois qu'il y a des questions sur le chat. Alors, à la première question, vous aurez la copie de la présentation en même temps que le replay, parce que je considère que j'ai parlé très vite, donc vous aurez